Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, eh bien, je vous souhaite un très beau mois du zine. Et oui, février 2025, comme le veut la tradition, depuis quelques années, je fais un tour d'horizon des différents projets qui sont lancés lors du mois du zine, que ce soit sur BakerKit, que ce soit sur Kickstarter ou une autre plateforme de socio-financement, que ce soit pour le ZineQuest, le ZineMonth, le Zimo, peu importe l'événement que ça peut prendre comme nom. L'important, c'est de mettre de l'avant les petits projets indépendants qui sont lancés par des petites équipes qui ont le cœur au ventre, là, qui ont vraiment la volonté de mettre de l'avant, de valoriser, de proposer des ouvrages, des suppléments, des jeux qui vont sortir des sentiers battus et qui vont offrir des prémices originales. Donc voilà. Mais c'est quand même intéressant de peut-être revenir un peu à la base pour celles et ceux qui ont rejoint l'aventure de la chaîne de coups critiques et qui ne connaissent pas nécessairement trop ce qu'est un zine, qu'est-ce qu'on peut qualifier d'un zine, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça mange en hiver. Eh bien, on s'entend, un zine, ce n'est pas uniquement associé aux jeux de rôle sur table. Le zine, en fait, ça trouve son origine pour les impressions amateurs du début du 20e siècle qui vont produire des petites séries sur des sujets spécifiques et souvent très nichés. Ça pouvait inclure, par exemple, des écrivains qui œuvraient dans Harlem dans les années 20, des auto-éditeurs de petites revues qui voulaient en quelque sorte combattre, se soulever, être à contre-courant du système établi du moment. Par la suite, le concept du zine s'est assez élargi pour aller vraiment dans la fiction. On n'était pas seulement dans les écrits contestataires des différents courants du moment. Ça allait justement dans un contexte un peu plus de l'imaginaire et de la création avec des ouvrages qui pouvaient porter sur la science-fiction, le fantasy. Et il ne faut pas penser que le zine jeu de rôle est un concept récent alors que le tout devient de plus en plus accessible pour une grande partie de la population. Loin de là, alors je l'ai appris par moi-même, en fait je ne le savais pas, j'ai fait mes recherches et tout ça. Il y avait eu dans les années 70-80 plusieurs zines qui étaient compatibles, qui étaient faits à la main, qui étaient vraiment à petite ampleur et qui étaient compatibles avec les éditions de Donjons Dragons de l'époque. Je pense qu'un des plus fameux reste The Dungeoneer qui était publié par Janelle Jacques, entre autres, et Mark Hendricks, je crois son nom, mais qui avait été repris par la suite par d'autres personnes. Mais ça demeure que c'était une initiative indépendante qui se voulait compatible avec des jeux déjà existants et qui mettait de l'avant justement cet esprit de, on va dire, de convivialité, cet esprit de petits groupes qui veulent faire la promotion de leur passion et de voir un peu jusqu'où ils peuvent aller avec les moyens qu'ils ont du moment. Et je trouvais ça vraiment intéressant, mais aujourd'hui, on s'entend, le zine jeu de rôle a explosé. C'est rendu quelque chose de beaucoup plus immense, qui a pris vraiment de l'ampleur avec justement les plateformes de socio-financement qui ont permis la promotion de ces différents projets-là, mais qui ont aussi justement permis aussi un certain financement, une certaine facilité d'accès pour le public, pour la clientèle, d'avoir accès à ces ouvrages-là, tout aussi, comme aussi exemple, le numérique qui est aussi une belle avenue et une belle possibilité, une porte d'entrée pour les gens qui veulent partager leur passion, mais qui n'ont pas nécessairement le fonds monétaire pour pouvoir imprimer le tout et l'offrir, à la boutique du coin, là, et je pense qu'on y va tous un peu avec les limites que nous pouvons nous établir. Mais c'est quand même intéressant de mentionner que le mois du zine, bien qu'il peut avoir des intentions absolument louables pour une grande partie des participants, il faut quand même avouer que la frontière entre le DIY, le fait maison, et la production professionnelle à grande échelle, faite par une boîte bien établie depuis plusieurs années, la ligne commence à être assez floue alors que le tout devient de plus en plus accessible, alors que des gens peuvent se développer comme étant des vrais couteaux suisses de la production et qui peuvent accomplir absolument toutes les tâches au sein même de la mise à publication d'un ouvrage au point de devenir justement eux seuls une grosse boîte assez importante qui a une grande portée. Donc, je peux comprendre à un certain point les gens qui critiquent le mois du zine en disant oui, ok, c'est intéressant, mais ça revient un peu à l'esprit d'avoir une certaine approche marketing, de faire la promotion de produits de façon peut-être un peu agressive sur les réseaux sociaux avec de la publicité, tout ça, et que souvent le mois du zine va
mettre de l'avant ou populariser des compagnies qui sont déjà justement bien établies, mais qui vont quand même profiter de l'engouement du mois d'usine pour sortir des jeux, pour mettre de l'avant des financements pour des produits, mais ce n'est pas vraiment fait. Mais on s'entend, on n'est pas vraiment dans une petite boîte, dans un sous-sol un peu humide avec 3-4 personnes qui ont une imprimante à la maison puis qui tentent comme ils peuvent de faire un petit zine jeu de rôle avec la passion de gens qui débutent, là. Ça, je peux le comprendre. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens quand même qui sont très indépendants, qui sont à leur premier fait d'armes et qui tentent comme ils peuvent de sortir des produits qui mettent tout leur amour dedans et qui vont faire eux autres mêmes sans ou avec très peu d'aide extérieure, et qu'il va y avoir des erreurs, il va y avoir des fautes de frappe, une certaine mise en page peut-être un peu boiteuse, mais c'est fait avec la volonté de produire quelque chose qui n'est pas soutenu par justement une grande boîte. Fait que ça jongle un peu entre les deux, on s'entend, et on tente de trouver le juste milieu. C'est pourquoi depuis déjà, justement, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je tente de faire la promotion lors du mois d'usine des différents ouvrages qui ont attiré mon attention, et je vais ainsi tenter de présenter dans cette vidéo, et possiblement dans une autre aussi, parce que le mois d'usine, comme le dit le nom, eh bien, ça dure tout le mois et les lancements ne se font pas uniquement au début du mois. Il y en a d'autres qui se font à différents moments du mois pour justement être un peu plus stratégique dans son approche. Alors, je vais vraiment prendre le temps de présenter quelques ouvrages aujourd'hui que je ne peux pas critiquer. Ça va être assez expéditif. On s'entend, je ne les ai pas. Ce sont des financements qui sont en cours. Mais je vais possiblement faire une autre vidéo sur le mois d'usine plus vers la fin du mois pour faire un autre tour d'horizon sur d'autres ouvrages qui sont sortis ou qui sont en financement justement durant le mois de février. Donc, on commence ainsi rapidement avec un premier projet et c'est sûr, là, je ne peux pas passer à côté. Il y a un ouvrage qui est financé par Studio 9 Games et qui se nomme Into the Dark. C'est un module, un zine compatible avec DCC, un de mes jeux de rôle préférés, si ce n'est pas mon jeu de rôle préféré, que j'ai toujours un certain plaisir à y revenir lorsque le temps se fait sentir. Alors, quand le printemps fait son entrée, j'ai comme une petite envie de DCC. Je ne sais pas pourquoi, à chaque année, quand mars, avril arrive, j'ai le goût d'aller explorer un donjon humide avec 3-4 paysans et me faire canarder par des monstres sans queue ni tête. Mais là, je m'éloigne du point. Into the Dark, c'est un zine compatible avec DCC, publié par Studio 9 Games, qui est probablement, je crois, la plus grosse boîte que je peux mentionner dans cette vidéo, qui ne sont pas justement à leur premier fait d'armes, qui ont déjà sorti plusieurs ouvrages pour DCC, compatibles avec DCC, mais qui font de la fiche de belle qualité et, comment je pourrais dire, on dirait que DCC, et là je fais un peu ma petite parenthèse, là, ma petite promotion du jeu, là, j'en ai parlé vraiment souvent sur la chaîne, j'en ai parlé un petit peu moins dans les derniers mois quand même, je dois l'avouer, mais ça reste toujours près de mon cœur, parce que d'un, le jeu est incroyable, on s'entend, mais de deux aussi parce que la mentalité derrière le jeu, justement, les gens à la tête dirigeante Goodman Games qui sont à la tête du jeu sont vraiment, vraiment ouverts à cette création indépendante, à la scène indépendante, à vouloir faire la promotion de jeux, de suppléments compatibles avec DCC, qui sont vraiment faits avec les moyens du bord. Ils sont vraiment ouverts à même les vendre sur leur propre site internet, à l'afficher sur leur réseau lorsqu'il y a des financements qui sont en lien avec ça. Et je trouve ça vraiment chouette, l'entraide qui existe dans cette communauté-là. Je trouve que c'est une des communautés de jeux de rôle les moins toxiques. On s'entend, là, elles ne sont pas tous toxiques. Il y en a qui sont un peu plus, acides que d'autres. Mais DCC est particulièrement douce, encourageante, ouverte d'esprit. Si vous souhaitez vous lancer justement dans la création de jeux de rôle indépendants ou la création de suppléments indépendants et que vous ne savez pas vraiment vers quel type de jeu vous lancez ou qu'est-ce qui pourrait vraiment vous brancher, bien que vous ayez des idées en tête, bien DCC, je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée pour aller chercher l'aide nécessaire ou aller chercher les conseils nécessaires pour propulser ces projets et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les artistes qui sont associés à ces différents projets-là. Jetez-y un coup d'œil. C'était ma petite parenthèse d'amour pour DCC qui est souvent justement très présent lors du mois d'usine, très présent lors de février, alors qu'on peut apercevoir 1001 projets qui sont lancés compatibles avec le jeu pour
cette vidéo-ci, je parle surtout de Into the Dark. J'en avais d'autres, mais je les ai enlevés parce que je me suis dit, là, ça pousse, mais pouce égal. Là, on va pas juste faire la promotion de DCC, on va parler de autre chose. Mais Into the Dark, je voulais en parler. Studio 9 Games, ils font du bon stock. Et voici le synopsis de l'aventure, parce que c'est une aventure. Quand Earl Whitmore des plaines, on dirait que j'ai comme... J'ai comme voulu lire, mais mettre des virgules à chaque mot. Je sens commencer ma phrase, mais je le couperai pas parce que ça me fait vraiment rire. Quand Earl Whitmore des plaines pourpres, c'est ça son nom, au complet, lance un appel à l'aide. Les habitants savent qu'il vaut mieux ne pas retenir leur assistance. Les personnages, ainsi que d'autres paysans, sont chargés d'excaver une nouvelle fondation pour étendre le domaine du Jarl en question. Étendre son château. Les travaux avancent bien lorsqu'une fissure soudaine dans la terre laisse s'échapper des vapeurs nauséabondes, révélant des chambres oubliées. Vous avez 3 heures pour les débarrasser avant que le contremaître ne verse en fait un liquide, un genre de béton dans le trou, scellant les gens à l'intérieur. Torche en main, vous descendez dans ce qui semble être une ancienne cave, mais qui se révèle bien plus que ça. Studio 9 Games ont fait des fichus de belle aventure et je pense que Into the Dark, ça semble être, du moins à mes yeux, au premier coup d'œil, l'apothéose de ce qu'ils peuvent vous offrir. C'est un funnel, donc un entonnoir pour des niveaux 0, donc des paysans vraiment pecno. À tout ça, ça va, de prime abord, juste ça, c'est déjà vendeur, c'est assez classique, et c'est l'exploration d'un laboratoire souterrain. Et au-delà, en fait, de l'aventure, ce que j'aime aussi beaucoup des produits de Studio 9 Games lorsqu'ils font, exemple, un financement, c'est que souvent leur jeu, leur aventure, ne va pas uniquement avoir des aventures à l'intérieur, il va également aussi avoir des petits annexes, suppléments qui vont être compatibles à DCC. Ainsi, ce module-là inclut, ou plutôt va comme concevoir une mécanique pour utiliser et lancer des sorts pour des niveaux 0, chose qui n'avait pas encore dans DCC. Habituellement, on lance des sorts lorsqu'on devient un mage ou un prêtre. Eh bien là, ça va être possible pour des pecnos de niveau 0, des paysans, de trouver des objets, des artefacts qui vont leur permettre de lancer des sortilèges, mais qui peuvent avoir des contre-coups absolument dévastateurs. Juste pour ça, je trouve ça vendeur. Mais il y a également aussi un truc vraiment cool. Je ne sais pas si c'est inspiré par Shadow Dark. Je ne sais pas si ça a comme été une petite inspiration venant de ce fameux Shadow Dark. Mais il y a maintenant aussi dans le financement pour le module, c'est possible d'avoir un petit pad, un petit carnet pour, dans le fond, compter les torches que les personnages ont parce qu'ils s'enfoncent dans les profondeurs de la Terre, ils s'enfoncent dans l'obscurité la plus béante et la plus inconnue. Et il y a une manière de calculer en fait le nombre de torches qu'on peut avoir et les contre-coups que celles-ci peuvent apporter si elles s'éteignent en cours de route. Donc, pour tout ça, Into the Dark, c'est possiblement, probablement, mon projet de DCC qui me stimule le plus pour le mois d'usine et qui est mis de l'avant par une boîte qui, quand même, n'est pas à ses premiers faits d'armes. Je veux quand même le dire. Prochain projet de Doom Stronghold, publié par Church of Doom, que je ne connaissais pas, mais qui ne sont pas à leur premier fait d'armes, mais on s'entend, ce n'est pas Wizard of the Coast, là, ils ne sont pas une méga corporation, c'est une petite boîte qui ont fait 1 ou 2 projets déjà, et je trouve ça très intéressant parce que c'est uniquement, en fait, de la génération de forteresses, la génération de forts à explorer, à différentes thématiques, à utiliser pour n'importe quel système. C'est pas associé directement à comme Morborg ou DCC, bien que le visuel est typiquement Morborg-esque. C'est déjà dit dans le financement participatif. Mais juste de pouvoir générer aléatoirement des forteresses qui peuvent avoir un thème arctique, qui peut avoir un thème de jungle très urbain ou autre, avec les différents contenus, l'histoire, tout ça fait par une petite équipe qui peut fonctionner pour une campagne ou pour un one-shot. C'est du bonbon, c'est du gagnant. Je ne peux que encourager ce type de financement. Bien entendu, je le rappelle, je ne l'avais pas déjà dit, mais comme à chaque fois, les différents projets que je mentionne dans cette vidéo, eh bien, il va y avoir un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir accès en fait à tous ces projets-là. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça.
Prochain projet, Selen Obscur, un zine compatible avec Morborg. Morborg, un incontournable des financements participatifs, un incontournable du monde du zine, du monde du jeu de rôle et du financement en février. Là. Il y a tellement de projets qui sont lancés durant le mois de février et qui sont compatibles avec Morborg. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et pourquoi est-ce que je garde mon attention sur Selen Obscur? Eh bien parce que c'est lancé par la Maison Nébuleuse. J'ai déjà fait mention du projet avant le financement dans une vidéo et lors du financement dans une publication sur le Facebook de Coups Critiques. La Maison Nébuleuse, c'est une maison d'édition associative francophone. Et là, je mets le doigt dessus, le francophone et un collectif d'auteurs et d'autrices. Eux, ils se sont occupés de la traduction de Grok, ils ont fait Pèlerine, ils ont fait le Nécromancien hérétique. C'est une maison d'édition qui, à mes yeux, représente ce que je pourrais m'attendre du monde indépendant francophone, c'est-à-dire des projets qui les passionnent, des projets qui vont avoir une esthétique visuelle qui va aller à contre-courant des normes établies, mais qui vont également aussi proposer des produits qui vont être originaux et qui ne vont pas juste taper sur la nostalgie, qui ne vont pas juste taper sur les vieilles thématiques toujours réutilisées et remâchées. Ils sont pour moi l'original. Ils sont pour moi une originalité. Tu sais, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus un moment donné, je sais pas, je lance ça de même en l'air sur le coup de l'émotion, là. Mais je vais peut-être sortir une vidéo sur, pour moi, qui est les espèces de figures de proue du monde indépendant francophone, et eux, ils sont là-dedans. Là. Je vois d'autres personnes aussi, là. Je ne veux pas commencer à tous les énumérer, mais la Maison Nébuleuse est pour moi dans ces figures de proue-là, et je trouve ça tellement important d'encourager leur projet, d'encourager Selen Obscur, parce que, oui, à la base, le module est en anglais. Mais justement, l'objectif, là, on s'entend, l'anglais demeure, si on veut, le pain et le beurre de ce qui pourrait permettre une maison d'édition de survivre sur le long terme dans le monde du jeu de rôle en général si on commence dans le milieu. Là, si on est une petite boîte, on n'a pas le choix d'aller un peu dans le monde anglophone parce que le gros bassin de joueurs et de joueuses est là. Si on veut pouvoir continuer à faire des produits, si on veut pouvoir justement financer des images qui ne sont pas générées par une intelligence artificielle et de produire en fait physiquement des jeux, on n'a pas le choix. En fait, je dis on parce que moi, je me mets un peu dans le lot. Là. On n'a pas le choix de sortir du stock en anglais et si ce stock-là en anglais réussit à apporter un certain coussin monétaire, eh bien là, souvent, il y a la possibilité de proposer et de traduire le projet en français. Et c'est exactement ça que fait en fait le projet de Selen Obscur. Il y a un stretch goal, il y a un palier à atteindre qui permettrait la traduction du module en français. Et je sais qu'ils veulent l'atteindre, je sais qu'ils le veulent. Et ils ont en fait l'ambition de créer quelque chose qui est en couleur, qui est beau à s'en péter les yeux, qui est une aventure un peu grim dark dans l'univers de Morborg, mais qui a une petite touche gothique, un peu une petite période romantique, artistique, tout en couleur, qui va être qui va pouvoir peut-être même initier des gens à la gamme Morborg, et je les comprends de prendre cette avenue-là pour assurer un produit qui va être de la qualité qu'ils espèrent et pour assurer aussi une certaine rentabilité qui va leur permettre de faire d'autres produits par la suite. Je peux à 100% soutenir un projet anglophone qui va être par la suite traduit en français si un certain montant est atteint. Même si j'encourage toujours les produits francophones, je trouve ça important. Horreur liminale que je veux sortir en français au Québec, bien en France aussi, c'est rendre en fait le jeu de rôle en français accessible. Mais pour ça, parfois on n'a pas le choix, surtout qu'on est seul, surtout qu'on est une petite équipe, on n'a pas le choix d'aller taper dans le bassin qui est l'immensité de joueurs et de joueuses qui sont prêts à financer, surtout si on n'a pas non plus les contacts, si on n'a pas non plus si on est un petit regroupement comme eux ils sont, eh bien Selen Obscur mérite son financement et mérite également aussi le palier pour la traduction francophone, parce que ça pourrait être aussi une porte ouverte à faire découvrir Morborg à la francophonie, alors que le jeu n'est pas accessible encore en français, et qui devrait l'être en fait, pour vrai, avec la popularité que le jeu a, avec disons la quantité de personnes qui jouent, et même dans le nombre de fois que j'ai vu des gens qui marquaient en commentaire sous une publication là, à quand la VF, avec 1 million de points d'interrogation. Une VF, mais pour quand? Avec un point d'interrogation, un point d'exclamation, un point d'interrogation.
je comprends pas encore pourquoi c'est pas arrivé. J'ai eu comme plein d'hypothèses. Je me suis fait dire des choses également concernant la traduction, qu'il y a certaines difficultés à certains endroits. Mais en mon sens, Céline Obscure, c'est comme un peu une espèce de une brique qu'on installe dans un mur qu'on peut construire et qui peut permettre de mener à terme un projet qui serait l'arrivée de Morborg en français. C'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Et là, j'étais comme, hey, mon Dieu, j'étais donc passionné. Je sais pas pourquoi je me suis trouvé comme un peu, je suis comme parti enflammé quand j'ai voulu parler de ce projet-là. Bref, Céline Obscure, un zine compatible pour Morborg, publié par la Maison Nébuleuse, et qui explore le thème du voyage, parce que oui, je l'avais même pas dit encore, c'est là-dessus que porte le zine en soi, c'est-à-dire vraiment du point A, l'endroit de marde dans lequel vivent les personnages, jusqu'à la toute fin, le boss, l'affrontement final, alors que les personnages sont peut-être plus qu'ils ne l'étaient au début, avec tout ce que ça implique, les différentes rencontres, les lieux étranges que peuvent explorer les personnages, les nouvelles classes qui sont proposées, de l'équipement et bien plus encore. Allez voir ça, si vous souhaitez encourager un produit qui pourrait arriver en français. Dans la description de cette vidéo, c'est maintenant. Et finalement, dernier projet pour cette vidéo, Thieves of the Tome, a Bookshelf Heist RPG. Je pense que c'est aussi mon projet coup de cœur dans tout ce que j'ai pu lire pour l'instant dans les financements participatifs lors du mois d'usine. Jusqu'à ce jour, on s'entend, tout n'est pas encore lancé. Mais celui-ci, il y a quelque chose qui est venu me chercher, là, pour plusieurs raisons. Déjà, de 1, le visuel est écœurant, c'est super beau. De 2, ça a certaines mécaniques plus classiques que j'aime bien du jeu de rôle, je demeure assez conservateur dans ma pratique. De 3, ça a beaucoup de hasard qui est utilisé dans ces mécaniques pour des tables aléatoires et autres. Et de 4, ça a certaines règles qui vont sortir des sentiers battus et qui vont quand même venir atteindre d'autres passions que je peux avoir. Et là, vous allez comprendre. Si vous connaissez le jeu Babel, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps par les 12 singes, ça va peut-être vous dire quelque chose. Il y a certains thèmes communs, surtout l'utilisation des livres. Marika d'ailleurs prépare un one-shot sur Babel, un actual play pour Babel, qu'elle a beaucoup apprécié et je suis persuadé qu'elle va aussi beaucoup aimer Thieves of the Tome. Dans Thieves of the Tome, le concept, c'est que les magiciens du monde entier ont volé les sortilèges. Ils ont volé tous les sorts existants. Ça a été emmagasiné dans des grimoires. Et vous, les joueurs et joueuses, vous êtes des voleurs de grimoires. Vous allez être des voleurs qui vont tenter de subtiliser les sortilèges aux mages et de les utiliser pour vos propres objectifs, même si vous n'êtes pas très à l'aise sur comment lancer de la magie. Vous allez quand même tenter l'expérience et vous allez vivre les conséquences de vos pouvoirs arcanes infinis, mais de votre connaissance assez limitée. En fait, chaque action, chaque événement, chaque sort, tout est connecté au mystérieux livre que les joueurs et les joueuses ont apporté autour de la table, que ce soit Moby Dick, How to Kill a Mockingbird, je veux juste nommer des vieux ouvrages, pourquoi pas Le Seigneur des Anneaux ou autres. Tout ça a une instance, a une influence sur la partie en cours parce que les sorts que vous allez créer, même la création de personnages est basée sur les adjectifs, les mots, les termes que vous allez piger dans les livres. Et juste ça, je trouve ça vraiment stimulant. C'est vraiment cool. Il y a une mécanique de D6 aussi, une mécanique très simple qui permet en fait de résoudre certaines actions, mais ça va toujours un peu ramener au livre. Et le simple fait de pouvoir créer des sortilèges sur le coup du moment en se basant sur une pièce de théâtre de Michel Tremblay ou un roman d'histoire de Dan Simmons fait en sorte que pour moi, il y a une part d'improvisation, mais aussi une part de créativité absolument incroyable avec ce livre-là. Je ne sais pas du tout comment le tout va s'agencer, mais la prémisse de base me parle énormément. Et ça, c'est assuré que je vais participer au financement parce que j'ai vraiment le goût d'essayer ça. Puis c'est vraiment pas trop cher pour ce qui est proposé. Ça n'a pas l'air d'être un immense livre. Les mécaniques sont très simples. Au final, la majorité des outils que vous allez avoir autour de vous pour jouer, ça demeure les livres qui vont être à votre portée. Ça peut être peut-être pour un public plus niché un peu, mais moi, ça me parle. Fait que, hey, c'est ce qui conclut cette première vidéo concernant les projets pour le mois du Zine, pour le mois de février 2025, le Zinmon, ZinQuest, Zimo, peu importe le nom. Si jamais vous avez des projets qui vous ont tenu à cœur, qui ont titillé votre intérêt ou qui vont titiller votre intérêt pour le mois, parce que cette vidéo-là va sortir, on n'est pas encore vraiment à la fin de février non plus, eh bien, mettez-les en commentaire, que ce soit sous la publication Facebook, que ce soit sous la publication YouTube. J'aimerais énormément en savoir plus. Faites-moi découvrir des choses, faites-moi découvrir des petits bijoux qui méritent d'avoir, disons, une certaine attention et je vais tout regarder avec grand plaisir. Bien entendu,
un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement si c'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.